Vous prenez les 50 plus gros salaires à France Télévisions, voilà, ça équivaut à peu près à un quart du salaire des députés, des 577 députés, un quart de cela, leur salaire annuel. Vous ne trouvez pas ça scandaleux? Nous, on trouve un tout petit peu ça scandaleux. Ces gens qui sont en place à France Télévisions, dès qu'ils gênent, voilà, on les dégage. Alors on leur paye des indemnités lourdes pour qu'ils se taisent. Et puis souvent, quand les indemnités suffisent pas, on leur dit, écoutez, on va vous recaser dans une boîte de prod. Voilà. C'est insensé, cette façon de faire. Gros tremblement de terre durant cette audition de la commission sur l'audiovisuel public. Ce courageux syndicaliste balance les magouilles financières dont il a été témoin chez France Télévisions. Ces gaspillages révoltants sont financés avec l'impôt des Français, mais très peu de personnes sont au courant. Même le rapporteur paraît choqué. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, car vous n'entendrez jamais parler de ça au journal de 20h. On a appris que le salaire moyen chez France Télévisions était de 72 000 €, ce qui place le salarié moyen de France Télévisions parmi les 9% des salariés les mieux rémunérés en France. On a vu aussi que ce salaire moyen était tiré à la hausse par des salaires de cadres dirigeants plutôt exorbitants. On a appris qu'une trentaine de directeurs de France Télévisions gagnaient plus que le président de la République, ce qui tire à la hausse ce salaire moyen. On a appris qu'il y avait des avantages aussi exorbitants, une cinquantaine de directeurs qui bénéficient de voitures de fonction à Paris. On a appris qu'il y avait des coûts aussi sur, par exemple, une piscine qui a été rénovée pour le CSE à plus d'1 million d'euros. Bon, il y a eu beaucoup de coûts comme ça qui ont été pointés. On a interrogé les représentants de la SNJ de France Télévisions au sujet aussi de ces écarts salariaux qui n'ont pas mâché leurs mots et qui ont expliqué notamment les écarts de rémunération avec les pigistes, particulièrement choquant. Je le rappelle aussi, mais la présidente de France Télévisions va percevoir une indemnité, enfin une prime de performance cette année encore de près de 80 000 €, je crois, qui correspond à quasiment 100% de ce qu'elle pourrait toucher, alors que, on l'a encore rappelé, la situation financière de France Télévisions est quand même plus que périlleuse, c'est un euphémisme. Le déficit cumulé est de plus de 80 millions d'euros. Comment est-ce que vous expliquez cet écart de traitement entre des cadres dirigeants qui bénéficient de salaires et de primes particulièrement élevés et des pigistes des journalistes qui ont l'air d'être maintenus aussi dans une situation de précarité? Juste pour la première partie, c'est-à-dire les salaires, la moyenne de 7 000 € de salaire, c'est absolument insensé, mais ça a forcément une explication. Vous l'avez presque donné, encore une fois. Quand la Cour des comptes explique que 30 salaires, France Télévisions, 30 salaires, sont entre 250 000 et 300 000 €. Et puis que les 80 qui suivent sont à peu près à 80 ou 100 000 €. Vous voyez le montant des salaires, quand le salaire de Delphine Ernotte est de 412 000 €, plus ou moins, c'est quand même difficile à dire, puisque je rappelle que le président de la Cour des comptes que vous avez entendu ne savait pas encore exactement le montant. Ben, le montant, vous le connaissez maintenant, c'est 80 000. Voilà. Donc, quand on a des salaires extrêmement importants comme ça, forcément, quand on fait une moyenne, il y a la fourchette basse et la fourchette haute, les gens ne gagnent pas 7 000 € à France Télévisions. Si on a une moyenne à 3 000, c'est à peu près correct, hein, je ne me trompe pas. Mais surtout, je dois dire, vous avez dit plus important que le salaire du président de la République. Vous prenez les 50 plus gros salaires à France Télévisions, voilà, ça équivaut à peu près à un quart du salaire des députés, des 577 députés, un quart de cela, leur salaire annuel. Vous ne trouvez pas ça scandaleux? Nous, on trouve un tout petit peu ça scandaleux. Rapidement sur la piscine d'1 million d'euros. Alors c'est vrai que cette piscine-là a coûté 1 million d'euros, enfin un peu moins, 900 000 €. On a parlé aussi du château qui appartenait à France Télévisions, qui avait coûté 1 million d'euros à l'époque, ce château et ce domaine. Cette piscine avait été commandée par un précédent bureau du CERTF, une majorité CGT à l'époque, sans appel d'offres auprès d'une société qui a fait faillite. Donc après, il a fallu trouver une autre société pour continuer les travaux. Il y a eu des malfaçons. Cette piscine s'enfonçait quand elle était mise en eau, donc ça a occasionné des frais. Donc effectivement, ça a fini par coûter 900 000 €, mais la piscine ne vaut pas ce prix-là. On voit aussi qu'il y a des mécanismes, certes, il y a la masse salariale. En tout cas, la direction de France Télévisions essaye de faire baisser la masse salariale facialement. On a vu le cas de Samuel Etienne hier, qui a bénéficié, donc qui a été remercié, renvoyé par France Télévisions. Sur un accord, il a obtenu des centaines de milliers d'euros de rupture contractuelle, mais pour continuer à animer l'émission Question pour un champion, qu'il animait au titre de France Télévisions, mais il continue à animer cette émission, étant payé désormais par France Télévisions indirectement, mais passant par une société de production privée financée par France Télévisions. Donc on a aussi l'impression qu'il y a une sorte de jeu comptable qui consiste à réduire le nombre d'employés, à réduire facialement la masse salariale, mais à payer des indemnités de départ très importantes de plusieurs centaines de milliers d'euros pour ensuite continuer à payer ces mêmes personnes
à leur proposer les mêmes émissions, mais via des sociétés de production privées. Qu'est-ce que ça dit, ces manipulations comptables et ces indemnités très importantes, qu'il n'y a pas notamment du salariat déguisé et des infractions qui pourraient être des infractions aussi pénales, qu'ils sont normalisées chez France Télévisions. Juste une petite précision, Inspection générale des finances 2024 et chiffre 894 millions lorsque Delphine Ernotte arrive, 11 000 salariés. Aujourd'hui, on est proche du milliard avec 8 800 salariés, 8 700 en réalité. Voilà. Comment c'est possible? Là aussi, mathématiquement, c'est pas possible. Comment c'est possible, alors qu'on a baissé les effectifs de 2300, qu'on arrive à un chiffre proche du milliard? Comment c'est possible? Ça n'existe pas. Encore une fois, quand vous avez fait maths, c'est un problème insoluble. Bon, la deuxième chose, vous parlez de gens qui sont à France Télévisions. On vire les gens quand on n'en a plus besoin. Combien il y a eu de directeurs de l'information? On en est à 7. Chaque fois, il y a des indemnités. Vous avez un directeur de l'information qui est venu vous dire ici qu'il allait s'occuper de l'intelligence artificielle. Mais non, il ne va jamais s'occuper de l'intelligence artificielle. Il était en train de négocier son départ. Sur notre blog, on a un blog syndical, nous l'avons écrit. Voilà. Mais tous ceux qui sont partis, il y a un moment ou un autre, ils sont jetés comme des malpropres. Regardez, je prends Anne-Sophie Lapix, elle a appris quasiment lors d'un déjeuner qu'elle était virée. Parce qu'il paraît, moi je ne suis pas là, mais il paraît que Anne-Sophie Lapix, les gens, il paraît, c'est ce qu'on lui a raconté, que les politiques refusaient de venir dans son édition de 20h parce qu'elle avait des questions trop pertinentes. C'est comme si nous, on refusait de venir dans votre audition, monsieur le rapporteur, parce que vous avez des questions trop pertinentes. On ne vire pas les gens pour ça. Ces gens qui sont en place à France Télévisions, dès qu'ils gênent, voilà, on les dégage. Alors on leur paye des indemnités lourdes pour qu'ils se taisent. Et puis souvent, quand les indemnités suffisent pas, on leur dit, écoutez, on va vous recaser dans une boîte de prod, et puis comme ça fera la rue Michel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, faire la rue Michel. Ça va le faire, comme on dit. Voilà. C'est insensé, cette façon de faire. On a beaucoup soupçonné un certain nombre d'emplois fictifs, notamment chez des dirigeants, des directeurs de France Télévisions. On a auditionné, par exemple, M. Ndiacha. M. Ndiacha, il est directeur des opérations spéciales de France Télévisions. Il occupait un temps plein rémunéré, c'est une information qui est publique, qui est rémunéré 100 000 euros net par an. Il a été élu à la mairie de Paris, il a été élu adjoint d'Anne Hidalgo. Il occupe donc un deuxième temps plein depuis, qui est rémunéré un peu plus de 60 000 euros d'argent public au titre de son mandat. Il est surnommé le ministre des Affaires étrangères d'Anne Hidalgo, puisqu'il sillonne le monde. On le voit en déplacement en Mauritanie, on le voit à Rome, on le voit à New York. Et pour autant, il n'a pas fait d'avenant dans son contrat de travail. Il ne s'est pas mis à mi-temps ou à temps réduit chez France Télévisions pour adapter son nouveau calendrier. Il continue à être payé un peu plus de 100 000 euros net. Comment est-ce que vous expliquez? Donc, il y a eu des soupçons d'emploi fictif sur son cas. Visiblement, il y en a aussi peut-être d'autres. Est-ce que vous avez, vous, connaissance d'éventuels emplois fictifs parmi les dirigeants de France Télévisions? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous donner un peu plus d'éclairage sur ce sujet? Ce qu'on s'engage à faire, c'est à vous donner une liste de directeurs qui sont, alors, pas dominativement, mais en raison de leur fonction, qui sont encore une fois des placards. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ce sont des placards. On a eu un moment, on a eu quelqu'un qui a été à France Télévisions responsable des programmes courts destinés à devenir des programmes longs. C'est formidable. Vous savez combien de programmes courts sont devenus des programmes longs? 0. Vous avez vu ce qui s'est passé à France Info. À un moment, il y a eu une défiance. Le directeur de France Info a été remercié. Monsieur Delpech. Pensez qu'il est parti, qu'il a quitté l'entreprise? Non, il est directeur de l'innovation. On est sur, systématiquement, des déplacements. On déplace les gens, on les met là, etc., etc. Moi, je vous donnerai une liste de noms, là je m'engage à le faire, encore une fois, de fonctions qui ne servent strictement à rien à France Télévisions. À rien. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des voitures de fonction. Monsieur rapporteur, celui qui a la plus grosse voiture de fonction, c'est parce qu'il a une famille avec 4 enfants. Et il se sert peu de sa voiture. Voilà. C'est une petite anecdote. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait dans le privé? Je ne sais pas, je pose la question. Effectivement, c'est une information que j'ai demandé à France Télévisions, le nombre de fois où M. Ndiacha avait pointé, ou en tout cas s'était présenté, avait badgé chez France Télévisions. C'est une information qui, pour l'instant, m'a été refusée ou que je n'ai toujours pas reçue de la part de France Télévisions. Et effectivement, je trouve ça relativement préoccupant parce que ça jette effectivement un soupçon sur la situation de cette personne-là. Vous évoquiez, et ce sont des cas et des accusations qui sont graves, vous évoquiez un certain nombre peut-être de mensonges ou de parjures qui ont été
commis dans le cadre de cette commission d'enquête. Il y a notamment effectivement ce sujet où Madame Ernotte, lors de son audition, expliquait que le directeur des opérations spéciales, M. Ngacha, s'était occupé du Téléthon pour justifier la fonction de M. Ngacha, qui est rémunéré un peu plus de 100 000 euros net par an. Lorsque j'ai posé la question à M. Ngacha en audition, il était sous serment, il a expliqué qu'il ne s'occupait pas du Téléthon. À nouveau, en tout cas, l'un des deux n'a pas dit visiblement la vérité. Est-ce que vous avez connaissance d'autres cas et comment est-ce que vous analysez aussi cette dissonance de point de vue ? Mais en tout cas, il est clair que, et vous avez tous les éléments qui le prouvent, M. Ngacha a fait le Téléthon. Je ne sais pas, moi, comme moi j'ai fait la cuisine des mousquetaires. Non, il n'a pas fait le Téléthon. Et quand bien même il y aurait participé, on vous a dit d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on avait réuni tous les directeurs qui s'occupaient du Téléthon pour avoir une réunion avec eux. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est une fable. Il y a un moment, c'est une fable. D'ailleurs, on peut pas être... M. Ngacha n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas être un moment à un endroit et un moment à France Télévisions pour faire le Téléthon. Il me semble qu'il était à deux endroits différents au moment du Téléthon. Vous avez aussi abordé le sujet de Cannes. Le sujet de Cannes, c'est un sujet qu'on a abordé notamment dans cette commission d'enquête, puisqu'il y a eu notamment des suites à l'hôtel Majestic pour un peu plus de 1 700 € la nuit, ce qui a représenté plus de 100 000 € pour des dirigeants de l'audiovisuel public et d'autres dirigeants. J'ai posé notamment ces questions à Madame Ernotte lorsqu'elle est venue en audition. Elle a expliqué qu'il n'y avait pas un centime d'euro d'argent public qui avait été dépensé. Elle nous a parlé d'un mécanisme de barter qui est donc, de ses propos, un échange d'espaces publicitaires marchands avec des sociétés privées pour payer ces suites à Cannes. En l'occurrence, ces espaces publicitaires sont un actif et ont bien une valeur marchande, donc on a du mal à comprendre qu'il n'y ait pas eu un centime d'euro d'argent public, car il y a bien eu un échange, un troc, et donc ces espaces publicitaires avaient en tout cas une valeur. Je crois que votre syndicat avait porté plainte il y a 2 ans sur ce sujet précis. On a appris il y a quelques jours qu'il y avait une enquête qui était ouverte sur le sujet précisément. Il y a un juge d'instruction parisien qui a été saisi pour enquêter sur les frais au Majestic à Cannes. Est-ce que selon vous, il y a eu de l'argent public pour financer ces chambres d'hôtel ? Bien évidemment. Alors, tout de suite, je ne sais pas les députés qui étaient présents à la commission. Récemment, elle était entendue à la commission des affaires sociales et culturelles, Madame Ernotte et Monsieur Vion. Bon, ils sont venus vous répéter la même fable, entre guillemets, parce que c'est une fable. D'ailleurs, j'étais extrêmement surpris que Monsieur Vion parle de 350 millions de recettes publicitaires, puis quelques temps après, il parle de 380 millions, alors qu'en réalité, on est presque à 500 millions. Mais enfin, bon, voilà, c'est drôle pour un directeur financier de ne pas connaître les chiffres. J'ai été moi-même entendu fin 2023 par la BRCCF, je note pour pas me tromper, Brigade de répression de la corruption et de la fraude fiscale. C'est pas parce que vous avez oublié de payer votre PV, monsieur le rapporteur, c'est bien parce que c'est pour nous extrêmement grave. Alors, merci monsieur, ce que vous dénoncez et les mots que vous employez sont quand même extrêmement graves. Lorsque nous avons entendu la direction financière de France Télévisions et Delphine Ernotte qui nous explique qu'il n'y a pas eu d'argent public en jeu dans le paiement de ces chambres et de ces suites au Majestic à Cannes, est-ce que vous estimez, selon vous, qu'il y a eu parjure lors de cette audition, sachant que vous expliquez que vous avez eu connaissance de documents, notamment de... Absolument. Absolument, parce que, encore une fois, je le redis, la lettre, Catherine Boulet, dans la lettre, écrit « La société Tech ». On vient vous expliquer que c'est du barter à l'origine. Et puis on découvre quoi ? On découvre qu'il y a 4 dirigeants de France Télévisions, et puis les 2 dirigeants que vous avez entendu, je crois, enfin en tout cas l'un d'entre eux, Levent Kim, de Together Media, et son directeur de prod. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Et puis après, on vous explique que finalement, ils ont payé leur part. Mais leur part de quoi ? Puisque c'est du barter, c'est un échange avec des produits. Une part de quoi ? C'est quoi cette histoire ? Moi, encore une fois, je ne suis pas juge d'instruction. J'attends encore une fois que l'instruction soit terminée. Sur le processus de nomination de Mme Ernotte en 2015 et son renouvellement. Elle a été, donc elle en est à son 3e mandat. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de suspicions d'intervention en 2015, notamment par le président de la République, M. Schramek, dans une commission d'enquête précédente, avait indiqué avoir eu des pressions, en tout cas pour favoriser la candidature de Delphine Ernotte au détriment de d'autres concurrents. Elle a ensuite été renouvelée en 2020, puis en 2025, ce qui est rarissime pour une présidente d'un groupe d'audiovisuel public. Comment est-ce que vous analysez un troisième mandat de Delphine Ernotte en dépit de résultats qui, a posteriori, paraissent
quand même plus que contestable. Alors, j'aurais tendance à dire une mascarade, hein, ça c'est le premier mot qui vient à l'esprit. En tout cas, c'est du grand n'importe quoi. La loi de 2013 dit clairement que la personne qui est nommée présidente et de Radio France et de France Télévisions doit avoir une expérience professionnelle, venir du secteur. Ce n'était pas le cas de Delphine Ernotte en 2015, vous le savez comme moi. Et elle est fondée sur 2 critères, la compétence et l'expérience. Elle n'avait ni l'un ni l'autre, c'est clair. Et j'aurais tendance à dire qu'elle ne les a pas plus aujourd'hui. Vous avez évoqué la prime de performance de la présidente de France Télévisions. Je voudrais vous poser une dernière question sur le sujet. Selon vous, quelle est la légitimité et quelles sont les raisons qui ont conduit le conseil d'administration à valider cette prime de performance, qui est une prime importante? Vous qui connaissez France Télévisions, pourquoi, comment, enfin, dans quelles conditions est-ce qu'on attribue à une présidente d'un groupe d'audiovisuel public qui pourtant est en situation de quasi-faillite, qui sur nombre d'indicateurs pointés déjà par la Cour des comptes une année après son arrivée en 2016 et repointés à nouveau de façon plus grave sur le dernier audit de la Cour des comptes 9 ans après, en 2025, comment est-ce que vous expliquez un tel montant de prime de performance qui correspond quasiment à 100% du montant total de la prime? Quelles sont les raisons derrière qui le justifient? Aucune. C'est assez simple. Quand on est dans cette situation-là financière extrêmement préoccupante, eh bien, quand on est un dirigeant d'entreprise, alors vous savez comment ça se passe dans le privé, on renonce à sa prime. On renonce. Madame Ernotte a renoncé aux 80 000 € qui lui étaient attribués? Non. Autre sujet, effectivement, je voudrais revenir sur les contrats passés par France Télévisions aux sociétés de production. On peut constater, vous l'avez d'ailleurs expliqué, je crois, dans votre propos liminaire ou dans l'une des premières réponses que vous avez apportées, qu'il y avait un phénomène de concentration des contrats passés par France Télévisions auprès de quelques sociétés de production. Vous avez évoqué Media One, la première, qui bénéficie, je crois, de plus de 100 millions d'euros, 110 millions d'euros de contrats par an, Banijay, Together Media, pour citer en tout cas les principales. Il y a des doutes qui pèsent d'ailleurs sur la structure capitalistique de Media One avec l'importance du fonds d'investissement américain KKR. Il y a des plaintes qui ont été déposées notamment par des syndicats de producteurs qui estiment que si KKR est majoritaire au capital de Media One ne devrait pas bénéficier notamment de fonds du CNC ou même de contrats publics. Quel est votre avis, vous, sur ce sujet de concentration et aussi sur les contrats passés avec Media One qui pourraient peut-être être détenus par un fonds d'investissement américain? D'abord, Media One est la première, on est quasiment dans une situation de monopole à France Télévisions. Alors, encore une fois, le débat, ça a été est-ce que Media One est à 50,1% et KKR à 49, quelque chose, etc. La question ne se pose pas comme ça. Le fonds d'investissement KKR, je vais vous poser une question, puis je vous donne la réponse en même temps. Est-ce que vous savez, sur les 15 dernières années, combien KKR a racheté de sociétés à peu près? C'est sur les documents américains, donc c'est facilement. Voilà. Entre 250 et 300. On ne rachète pas des entreprises comme ça pour le plaisir. On rachète pour faire du cash, pour faire du business, pour dégager une marge. Voilà. Vous savez combien dans les 2 ou 3 ans qui ont suivi, il a vendu de sociétés? À peu près 200. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, et c'est tout à fait normal qu'une société américaine ait envie de faire une marge par rapport à son mode de fonctionnement. Mais on est dans le service public, monsieur. Et donc, je reprends un article qu'avait écrit Catherine Boulet de La Lettre. Décidément, je parle beaucoup de Catherine Boulet, mais elle avait, le 30 janvier 2024, calculé par rapport au CNC, je crois, que 27 sociétés de Media One étaient sous contrat à France Télévisions. 27 filiales de Media One étaient sous contrat. Comment est-ce que vous expliquez effectivement cette concentration de contrats auprès de quelques sociétés de production, Media One notamment, Together, Banijay? Est-ce que selon vous, il y a des liens entre Delphine Ernotte ou M. Sidmon Gomes et ses dirigeants de sociétés de production, ou d'autres d'ailleurs dirigeants de France Télévisions, qui pourraient expliquer ce phénomène de concentration des contrats? Ou est-ce que selon vous, l'attribution des contrats de production passés entre France Télévisions et ses sociétés privées est parfaitement réglementaire et ne souffre d'aucune contestation ou d'aucun doute de conflit d'intérêts quelconque? Évidemment non. Je ne serais pas en train de vous dire ce que je vous ai dit juste avant, si c'était le cas. Quand vous dites il y a des relations, il y a forcément des relations. Quand Media One invite Madame Ernotte chez Maxim's, avec la privatisation du restaurant Maxime tout entier pour fêter
un peu en avance sa victoire, c'est quand même assez choquant. Moi, je n'irais pas. Si c'était moi, je n'y serais pas allé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, forcément, il y a un moment ou un autre, tout le monde travaille on est dans un petit monde de l'entre-soi. On a évoqué un certain nombre de cas de dirigeants, d'anciens dirigeants de l'audiovisuel public, de France Télévisions. On a évoqué le cas de Madame Dari Grand pour Together, le cas de Monsieur Candilis, qu'on a évoqué tout à l'heure lors de l'audition de Banigé, Madame Alvarez. Enfin, il y a un certain nombre de cas de dirigeants de l'audiovisuel public qui signent des contrats pour des montants importants pour France Télévisions à ces sociétés de production privée, qui se font licenciés parfois par France Télévisions et prennent des indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un demi-million d'euros pour certains, et qui ensuite sont embauchés par ces sociétés de production privée et prennent la tête de ces mêmes émissions qu'ils avaient signées au nom de France Télévisions. Bon, c'est un cas, n'importe quel élu ou fonctionnaire qui ferait ça passerait à minima par la case du déontologue, mais même par une case pénale. En l'occurrence, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais qu'est-ce que vous pensez de ces soupçons de conflit d'intérêts? Est-ce que pour vous, ce sont des pratiques qui sont courantes et qu'il faudrait une bonne fois pour toutes empêcher? Ce que je soupçonne, monsieur le rapporteur, et ça fait de nombreuses années que les salariés le soupçonnent aussi, c'est que dans le deal, parce qu'il y a un deal, dans le deal de l'argent sonnant et trébuchant, là on parle des 400 000 euros, à côté il y a un deal, c'est vous inquiétez pas, de toute façon vous retravaillerez pour nous parce qu'on va vous trouver un point de chute. Il y a le point de chute et puis il y a l'argent. Mais c'est un deal, ça fait partie des deux. Mais monsieur le rapporteur, excusez-moi, je vous laisse parler entre vous si vous voulez, mais... Alors, on a des discussions avec monsieur le rapporteur sur la conduite de l'audition, c'est pas la première fois. Il était convenu avec le président qu'on allait plutôt s'arrêter vers 19h30. Il n'a jamais été convenu cela, madame. Il n'a jamais été convenu que l'audition serait aussi courte. La moyenne des durées d'audition tourne plutôt autour de 2h30. Là, ça fait 1h15 que l'audition a démarré. Alors, donc, il n'a jamais été convenu cela, madame la présidente. Je ne peux pas me permettre de vous laisser dire ça. Alors, je vous laisse 2 questions supplémentaires et nous finirons. Madame la présidente, à nouveau, c'est la première fois que nous ferions une audition aussi courte. Il n'en a jamais été question. La moyenne de durée des auditions depuis le début, tout le monde pourra vérifier, tourne plutôt autour de 2h30. Là, ça fait un peu plus d'1h15 qu'on a commencé. Messieurs, visiblement, ont un point de vue critique sur la gestion de France Télévisions. Est-ce que ça expliquerait qu'on réduise leur temps de parole et le temps d'audition? Moi, au début de cette audition, je n'ai pas été prévenu que cette audition serait aussi courte. Donc, permettez-moi, j'aurai quelques questions, permettez-moi d'aller au bout de mes questions parce que je considérais qu'il y a une volonté, en tout cas, d'abréger un peu les discussions qui, en plus, sont très intéressantes depuis le début de cette audition. Êtes-vous étonné par les révélations du syndicaliste? Abonnez-vous à la chaîne Politique sans filtre pour ne pas rater les débats qui secouent notre démocratie.